Donc là, on va commencer par se présenter. On trouvait que mettre un CV, c'était vraiment pas adéquat par rapport à ce qu'on voulait passer comme message. Donc on va faire brièvement, on va se présenter brièvement comment on est arrivé. Pour moi, Christophe Verhels, en fin de compte, je suis venu en voyage de noces au Québec. J'ai fait le tour de la Gaspésie. Et en rentrant en France, je suis un gars de Lille. Et il y avait plein d'affiches à Lille sur les bus. Et puis on s'est dit avec ma femme, allez, on y va. On a eu une super belle expérience. On va aller voir un peu de photos des baleines et tout ça. Puis c'était pas ça, c'était le Québec qui faisait la promotion de l'immigration à Lille. Donc du coup, on a pris un dossier. À l'époque, c'était il y a plus de 10 ans. C'était un peu plus rapide que maintenant. Mais en 6 mois, on a eu nos papiers, on a tout vendu, on a tout plaqué. Et en fin de compte, on est arrivé à la conquête du Québec le 31 octobre. Donc, le 1er novembre, Welcome to Canada, 10 cm de neige, première tempête de neige. On n'était vraiment pas équipés du tout, on n'avait rien pour l'hiver déjà. En arrivant, ce qu'on avait décidé, c'est de commencer tout de suite par trouver un job. C'est la façon la plus rapide de s'intégrer. Nous, on avait décidé que c'était la façon la plus rapide de s'intégrer. Donc, on a trouvé des jobs. Ma femme, 1 semaine après son arrivée, elle avait un job en magasin. Et moi, 2 semaines après. Il faut savoir aussi que quand on est arrivé au Québec, on avait juste un nom. Une personne qu'on connaissait qui avait émigré avec sa famille. Donc, on les a contactés aussi. Suite à ça, en fin de compte, ce que vous voyez, on monte, des petites expériences. J'ai commencé en magasin. Je pensais y rester juste 1 mois ou 2, le temps de faire un peu d'argent, de m'adapter, tout ça. Mais en fin de compte, je suis resté en magasin 8 ans. Même chose, commencer comme vendeur en magasin et puis progresser, finir après 5 ans directeur des ventes du magasin, gérer 50 personnes, 8 millions de chiffre d'affaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de petit job. La première expérience est toujours bonne et vous pouvez grandir rapidement au Québec. Suite à ça, ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est que je suis passé dans 4 secteurs d'activité différentes en plus de 10 ans. Donc j'ai commencé en magasin, après j'ai travaillé chez Joe Boom pendant 5 ans, le stand que tout le monde connaît, où le monde s'arrête là. Suite à ça, je suis parti dans le web. Et en sortant du web, j'ai décidé de créer mon entreprise. Donc maintenant, je suis consultant en développement des affaires au niveau du web, mais je suis aussi coach dans l'intégration des personnes nouvelles arrivantes. Donc j'ai fait ma formation de coach. Ces petits bébés que vous voyez là, c'est qu'on est venu juste à 2 au départ, mais on a eu 1 gars, 2 gars, 3 gars. Sur ces 3 garçons, il y en a 2 qui jouent au hockey. Donc si vous me demandez si j'ai réussi mon intégration, moi je ne joue pas au hockey. Mes enfants jouent au hockey, ils se sont bien intégrés là-dessus. Ils vont tous à l'école québécoise, par choix. Je ne les ai pas envoyés dans le système français. Et en fin de compte, après quelques années, notre objectif d'avoir la double citoyenneté, on l'a obtenu. Donc on a la citoyenneté française et canadienne. Ça, c'était juste pour vous faire voir un clin d'œil sur ce que j'ai vécu au niveau du Québec. Céline ? Je vais faire plus court parce qu'on n'est pas là pour parler de nous, et en tout cas pas que de nous, mais de parler aussi de vos profils. Moi, je suis Céline Chabet, je suis coach de transition. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? J'accompagne mes clients à bien vivre le changement. Okay, c'est vrai que je suis particulièrement sensible au contexte de l'expatriation. Pour moi, c'est l'occasion, en fait, pour mes clients aussi, de se repositionner de façon plus harmonieuse, de façon plus épanouie. Je suis sensible à ce contexte d'expatriation parce que j'ai moi-même connu 2 phases d'expatriation, de la France vers l'Angleterre, de l'Angleterre vers le Québec. À chaque pause, à chaque petit pays, moi aussi, j'ai eu l'occasion d'agrandir ma famille. Donc, un bébé dans chaque destination. Je m'amuse à dire souvent que c'est la raison pour laquelle j'ai définitivement posé mes valises au Québec. Les immigrants, on est pro-natalité, c'est nous qui boostons tout ça, mais non, là, pour moi, ça suffit. La famille est assez importante pour ça. Donc, un bébé dans chaque pays, une vraie transition de vie à travers ces stades d'immigration. Et sur le volet plus professionnel, sachez que je viens de l'industrie pharmaceutique au départ. Okay, j'ai occupé des postes de gestionnaire, des postes de chef de produit dans l'industrie pharmaceutique. Au cours de ces différentes phases, quand je suis passée en Angleterre, je suis revenue à mon métier de pharmacienne et j'ai alors amorcé la véritable transition professionnelle que je souhaitais, au profit finalement de la passion qui m'anime aujourd'hui, qui est le coaching. Alors ça m'a demandé d'avoir d'abord un job ici,
au Québec en tant que gestionnaire de compte client dans une compagnie qui s'appelle CIM. Ça, c'était mon occupation de jour. Puis le soir, en cours du soir, j'ai travaillé sur ma formation de coach jusqu'à justement sa certification, parce qu'aujourd'hui, je suis coach certifié. Et il y a 2 ans, j'ai lancé ma propre compagnie et je suis donc à mon compte à titre de consultante et de coach, justement spécialement orientée vers les nouveaux arrivants. Donc tout à l'heure, je vous parlais qu'on était arrivé au Québec avec juste une adresse. Le réflexe qu'on a quand on est... excusez-moi. Le réflexe qu'on a quand on arrive au Québec, on se dit on va se débrouiller tout seul. Ça va aller tout seul, j'ai un bon CV, j'ai une expertise, je ne vais pas demander de l'aide de personne. Ça, c'est un tort, premièrement, parce qu'il y a toujours des gens qui ont émigré avant vous, que vous connaissez. Et ça, on voulait vous faire voir sur les 20 ans d'expérience qu'on a, tous les réseaux qu'on a construits, tout ça. En arrivant avec chacun un contact, en se rapprochant de groupes de notre nationalité aussi, le Cercle des entrepreneurs français basé à Montréal, les Français, que ce soit dans le domaine d'activité où vous êtes. Par exemple, moi j'étais dans le web, donc je fais partie d'un groupe au niveau du web. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de toutes ces communautés-là et toutes ces assemblées-là. C'est elles qui vont vous fider, qui vont vous aider à aller plus vite. Donc c'était juste pour vous faire voir à ce niveau-là. Céline? Insister aussi sur le volet associatif. Milieu communautaire, milieu associatif, ça fait aussi partie des bonnes occasions de faire grandir son réseau. Moi, aujourd'hui, je suis impliquée aussi à titre bénévole dans une association qui s'appelle Montréal Accueil, qui, justement, travaille pour l'accueil et l'adaptation des familles francophones à l'étranger. C'est une association qui fait partie d'un groupe plus grand, qui est la FIAF, et qui est en charge justement de l'accueil et de l'adaptation de tous les francophones à l'étranger. Donc tout ça pour dire qu'encore une fois, le volet associatif, le volet communautaire fait aussi partie intégrante du réseau et est nécessaire à garder aussi bien en tête quand on fait agrandir son réseau. Donc la résultante par rapport à ça, si aujourd'hui vous regardez, puis LinkedIn est un des exemples qui représente bien l'engouement des réseaux sociaux au niveau professionnel aussi, si vous regardez ça au bout de 3 ans actifs sur ces réseaux-là au niveau professionnel, on a plus de 500 contacts et on les utilise beaucoup. Il faut ici sortir de votre zone de confort et utiliser ces réseaux-là pour vous connecter au monde professionnel. Ça travaille beaucoup comme ça et c'est prioritaire. C'est votre CV en ligne. Donc, on voulait vous faire voir ce à quoi ça va amener par rapport à ça. Bon, assez parlé de nous. Maintenant, on va aussi parler de notre vécu à tous, parce qu'on a tous justement vécu un changement qu'est l'expatriation. Et l'idée de cette diapositive, c'est de partager les différentes phases justement de ce changement que représente l'expatriation, partager avec vous les différentes étapes et surtout le lot d'émotions que l'on vit à travers ce processus d'expatriation. Donc cette courbe, elle est là un peu pour décoder tout ça. Si on s'intéresse justement au début de la courbe, le changement en expatriation, finalement, c'est rarement un changement subi, c'est un changement qu'on a préparé, qu'on a désiré. Donc il y a une première phase qui est en général agréable, que moi j'ai appelée la lune de miel, où on est un petit peu comme un touriste dans son nouveau pays de découverte, où finalement on va être grisé dans les premières semaines, les premiers jours de toutes les nouvelles saveurs, nouvelles couleurs, les parcs, les restos, tout ce qu'on va pouvoir découvrir et qui va nous donner justement cette petite excitation du démarrage. Ça, c'est la période de lune de miel. On la souhaite longue, elle est généralement courte, elle dure plusieurs semaines maximum. Après se passe une période qui, elle, est essentielle, qui est moins drôle. Le brassage des émotions est là très présent. C'est la période finalement de prise de conscience. C'est là où ma courbe baisse. Okay? Période de prise de conscience, c'est quoi? C'est ça, c'est le brassage des émotions. On est en phase de deuil. On a dit bye-bye à notre vie d'avant. On n'a pas complètement encore compris toutes les règles du jeu et on est brassé par tout ce qui se passe. Donc là, le lot des émotions, c'est la peur, c'est parfois une perte de confiance en soi, une petite révolte. On ne comprend pas tout ce qui se passe. Comment la vivre, cette période-là? Elle dure en général plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Puis c'est pas parce qu'on est passé par cette phase-là qu'elle est complètement derrière. Parfois, elle revient au galop. Elle revient, c'est si clair. Comment la vivre, cette période-là? Excusez-moi. Finalement, si on devait faire un comparatif avec panneau de signalisation, ça serait rouge, là. Okay? La lumière rouge, on s'arrête.
le GPS, il n'est pas encore réglé. Okay? Vous n'avez pas encore tous les éléments pour prendre en compte tout ce qui se passe dans votre nouvel environnement. Donc, c'est stop. Avant de traverser, je décode. Qu'est-ce qui se passe finalement en moi qui fait que je vis les choses de cette façon-là? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette expérience-là? Donc, c'est un stop. Et elle dure, en fait, jusqu'au bout de la courbe, okay? La période critique qui est la transformation. Okay? La transformation, c'est le déclic. C'est là ce qui va compter dans la transformation, finalement, c'est tout le niveau de motivation que vous allez mettre dans le fait d'accepter la situation, de la comprendre et de passer à autre chose. Les questions qui viennent à ce moment-là, c'est de savoir quelle importance je mets dans l'idée d'avancer personnellement, de m'investir dans mon changement, quelle motivation j'ai à passer à autre chose, quelle confiance j'ai aussi à vivre les choses, quelle confiance j'ai à l'idée de poursuivre seul la route ou de quelle aide j'ai besoin. Et identifier vraiment quelles seraient les ressources nécessaires à ce moment-là. Puis à ce sujet, je peux vous donner une anecdote. C'est important de partager ce que vous vivez ce moment-là au niveau de cette courbe-là, parce que c'est difficile de passer au travers de cette courbe-là. Il faut que vous partagiez avec les gens qui sont autour de vous et en discuter. Une anecdote, la première année où je suis arrivé à Montréal, au mois de mars, je rentre en France pour régler des problèmes au niveau de familiaux et tout ça. Ma femme me dit, Christophe, si je rentre maintenant, je ne reviens pas au Québec. Donc ça veut dire feu rouge, il y a un petit problème, parlez-en, assurez-vous que tout va bien. Il faut communiquer. Il faut sortir de vous et votre feeling, il faut le partager avec les gens qui vous aiment ou des collègues. Et suite à ça, moi j'ai trouvé la solution, c'est simple, c'est que ma femme m'a fait comprendre que sa famille lui manquait, puis c'est là qu'on a commencé à faire des enfants. Donc le noyau familial a été reconstruit, puis ça s'est mieux passé, puis ça fait des années qu'on est là. Puis pour rien au monde, maintenant elle veut rentrer en France. Donc on est sur la bonne voie. Non, pour reprendre en fait les différentes phases, là je vous dirais que dans la phase de transformation, la lumière, je la verrais plutôt orange. Okay? Vous êtes en train de mobiliser toute votre motivation, le déclic est en train de se faire. Je vous disais, tout repose sur votre motivation. C'est orange, on est prudent, on commence à décoder, on est prêt à s'engager, la lumière passe au orange, avant d'arriver sur une phase qui est la phase justement d'adaptation, où là, la lumière passe au vert. Okay? Là, vous avez identifié votre cap, vous savez la direction que vous voulez prendre, vous comprenez les leviers et se met en place finalement le plan d'action. Qu'est-ce que je vais faire concrètement pour nourrir ce projet? Je me mobilise, je connais les ressources que j'ai sur le terrain et j'y vais. Vous arrivez à prendre le recul. Déjà, les problèmes que vous aviez identifiés au démarrage, vous arrivez à les voir avec plus de recul, plus d'humour, ils vous font sourire et vous avancez. Et on arrive sur la fin de la courbe où on parle de véritable intégration. Vous êtes à l'aise comme dans un poisson dans l'eau. Vous avez compris en quoi justement les différences que vous avez acceptées de façon profonde sont une richesse. Et vous êtes déjà à vous dire qu'est-ce que je dois apprendre de plus de cette expérience, comment je peux la partager à des gens qui en sont à un stade plus précoce. Et on est vraiment dans la phase tout est au vert. Okay? Alors, avant d'arriver à la fin où tout est au vert, revenons aussi au début de la courbe, puisque c'est le sujet de ce salon. Et dire qu'à l'arrivée, ici, comme nous, je suis sûre que vous avez déjà établi un peu vos listes de to-do. Okay? Cette liste de to-do, quand on arrive ici, que ce soit sur le volet personnel ou professionnel, elle est longue. On va laisser le côté personnel d'un moment pour s'attaquer uniquement au volet professionnel. Cette liste, elle s'allonge, elle est longue, elle comprend un certain nombre de questions à traiter. Si on avait à les lister, elle pourrait ressembler à ça. Ouais. Donc, comment faire finalement pour bâtir votre identité professionnelle? Comment faire pour explorer les réalisations que j'ai pu faire dans le passé? Comment faire pour adapter mon CV? Comment faire, Christophe? Pour développer une approche proactive pour trouver un emploi. En fin de compte, on a énuméré, selon nous, tout ce qui est préoccupant quand vous arrivez au niveau de l'emploi. Donc, au niveau de maîtriser l'art de se vendre. Ça ne marche pas partout pareil aussi. Donc là, vous arrachez les cheveux de la tête, vous posez des questions, vous ne savez pas exactement comment faire pour trouver un emploi. Puis nous, on ne rentrera pas dans ce détail-là, dans la mesure où ce salon représente bien toutes les aides que vous avez. Il y a des gens qui sont spécialisés pour vous aider au niveau de trouver un emploi, refaire ce CV et tout ça. Nous, ce qu'on voulait simplement faire, c'est énumérer tous vos to-do que vous avez à faire. Et il y en a d'autres.
Donc là, on va passer aux 3 portraits. On a pris des personnes qu'on a accompagnées dans leur développement. En fin de compte, ces personnes, au travers de ça, il y en a certaines que vous allez vous reconnaître dans les situations qu'elles ont vécues. On va y aller assez succinctement parce qu'on a quand même 30 minutes et puis je pense qu'on avance bien. Mais je vais vous expliquer les 3 portraits, en fin de compte. Le premier portrait, en fin de compte, c'est Valérie qui trouve un job, mais elle se fait licencier le mois suivant. Donc ça, des claques, on s'en prend tous en arrivant. Et c'est OK de se prendre des claques. Mais après, il faut apprendre de ça. Après, on a Paul, c'est expatrié suite à la mutation de sa femme. Il piétine dans sa recherche d'emploi. Il y avait un bon job à l'étranger, dans son pays. Il arrive ici, sa femme a un super bon job, mais lui, il galère. Okay? Donc ça, c'est peu de récolte dans la révolte. Et le troisième, c'est Nicolas, qui vit un dilemme à son arrivée au Québec entre travailler à son compte ou créer son entreprise. Donc là, c'est un changement peut en cacher un autre. C'est des portraits, ces 3 portraits qu'on pense qui sont très représentatifs de ce qui se passe quand vous arrivez. Alors rentrons un petit peu dans la vie de Valérie. Valérie, c'est une femme de 40 ans qui est mariée, qui a 2 enfants, dont l'expatriation a été déclenchée un petit peu dans un contexte familial, projet familial, suite à un remariage. Elle émigre au Québec. C'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de compétent, ouvert, plein d'humour, très dynamique, tellement dynamique que la première chose qu'elle va faire quand elle va arriver ici, c'est rapidement avoir une volonté de travailler, quoi qu'il arrive. Pas forcément dans son domaine, elle décroche un job très rapidement. Et comme Christophe le mentionnait, ce job-là, il va être court. En un mois, sans vraiment comprendre ce qui se passe, elle est licenciée, elle est mise à la porte sans véritablement comprendre. Son objectif, initialement, c'était de trouver quand même un job à la hauteur de ses compétences et qui lui permet d'avoir une meilleure motivation, un meilleur niveau de satisfaction que ce qu'il y avait dans le passé. Mais ces défis, les défis qu'elle vit à ce moment-là, c'est de se dire, je crois que j'ai besoin vraiment de chasser mes démons. Là, c'est clair qu'il y a mes peurs qui me rattrapent. Ce que j'ai vécu ailleurs, dans mon autre pays, est-ce que je vais le revivre encore ici? Je suis venue pour créer une autre vie, mon mariage, etc. Est-ce que finalement je vais être rattrapée par mes vieux démons? Donc elle a à chasser ses démons. Elle a à chasser aussi son statut de victime parce que se prendre une claque d'emblée au bout d'un mois, très honnêtement, qui se sentirait pas un petit peu victime dans l'affaire sans exactement préciser le contexte de ce licenciement? On évite dans son statut de victime en se disant finalement, est-ce que j'ai été victime de discrimination? Est-ce qu'on m'en veut pas? Est-ce que moi, immigrant, on me comprend pas? Bref, statut de victime, elle devra quitter ça. Elle devra cesser la procrastination. Vous savez, toujours cette volonté de vouloir reporter au lendemain ce qu'on pourrait faire le jour même. Quand on est avec une bonne claque dans le visage, c'est un peu ce qu'on a envie de faire, okay? De laisser digérer les choses, reporter le lendemain, mais pendant ce temps-là, le processus, il n'avance pas. Et autre challenge, autre défi, elle devra se mettre à parler anglais parce qu'elle n'était pas vraiment complètement bilingue. Donc en 7 mois, ce qu'elle va vivre, Valérie, c'est à la fois une période instructive, la période de son licenciement, une période où elle va retrouver une jobine, comme on dit ici au Québec, c'est-à-dire une première autre mission qui va d'abord être dans le volet bénévole, enfin à titre de bénévole, et sur laquelle elle va pouvoir davantage construire, se repositionner. À la suite de toute cette période, à la clé, vraiment le job qu'elle recherchait. Donc comment on l'a aidée, cette personne-là? D'abord à travailler sur son bilan. Okay? Elle a mis l'emphase sur quels étaient finalement ses véritables talents. Prendre conscience de tout ce qu'elle avait dans son sac à dos comme compétences, comme réalisation pour arriver à savoir que finalement elle avait peut-être laissé de côté bon nombre de talents dans son ancien job et qu'elle pourrait mettre davantage la lumière là-dessus et que ça serait source d'épanouissement. Donc elle a retravaillé sur son bilan. Elle a envisagé vraiment une progression par étapes. C'est ce que je vous disais, elle est repartie sur une autre expérience plus positive, d'abord en bénévolat, puis ça a donné lieu à une première rémunération, avant de finalement trouver le job qu'elle recherchait, qui se trouve passer dans une compagnie qui était de l'autre côté de la rue que l'endroit où elle faisait du bénévolat dans l'environnement. Elle a quitté son statut de victime et elle a vraiment appris au cours de cette expérience. Alors si elle était là sur scène aujourd'hui, hein, Christophe, si tu prenais la parole de Valérie, quel type de témoignage tu donnerais et quel type de conseil tu donnerais? C'est sûr qu'au travers de ça, c'est jamais agréable de se prendre une paire de claques,
mais il faut l'apprendre pareil et il faut grandir par rapport à ça. Donc, il faut apprendre des expériences et puis il faut voir ce qui n'a pas fonctionné et grandir par rapport à ça. Ça, c'est la chose primordiale. Puis par rapport à des objectifs, par rapport à, OK, apprenez en faisant et décrocher sa première expérience. Je sais que la plupart du temps, puis je vous le dis en connaissance de cause, mon premier job, c'était pas ce que je faisais dans mon pays d'origine. Mais tant que, et puis vous le savez, les gens vous disent « ouais, mais vous n'avez pas d'expérience en arrivant ici ». Donc, essayez pas forcément de retrouver le même poste que vous aviez dans votre pays d'origine. Mais par contre, soyez vigilants à savoir que ça va vous faire grimper. Vous commencez petit, vous montez, et puis c'est comme ça que ça se passe. Deuxième situation, celle de Paul. Paul, il a 37 ans et 4 enfants, donc une belle famille, encore une fois. L'objectif de son immigration, quelque part, c'était de retrouver une meilleure qualité de vie. Une grande famille, 4 enfants, le Québec, le Canada, les grands espaces, la verdure, ça fait rêver. Quand on a été dans une grosse ville où on a du mal à caser ses 4 enfants sur des lits superposés, ça fait rêver. Quelqu'un qui avait 12 ans d'expérience dans l'informatique, toujours dans la même compagnie, donc un parcours assez rectiligne. Et c'est quelqu'un qui est très positif, organisé, dynamique aussi, calme, efficace, très courageux, autant de qualités qui l'ont aidé à arriver déjà à envisager l'immigration. Son objectif, comme je vous disais, c'était de gagner en qualité de vie tout en trouvant un job strictement équivalent. Il était heureux dans son job avant. C'était plus la qualité de vie qu'il avait envie de faire changer en venant au Québec. Et quand il est arrivé ici, très honnêtement, il s'attendait à autre chose en termes de recherche d'emploi. Il a été compétent, il a toujours saisi les opportunités dans la boîte dans laquelle il était, dans la compagnie où il a évolué. Et puis là, à l'arrivée ici, premier début de recherche d'emploi, le défi, c'était de s'y mettre vraiment parce que très honnêtement, son pouvoir d'attraction, il avait vraiment baissé. D'accord ? Il voulait aussi avoir une meilleure qualité de vie, mais ça veut dire quoi finalement la qualité de vie quand on parle d'équilibre personnel et professionnel, le définir en tant que tel, c'est aussi de se définir les critères qui vont influencer la recherche. Donc il avait aussi ce défi-là. Et puis, très honnêtement, pour avoir travaillé toujours dans la même compagnie, il n'avait jamais eu vraiment besoin de se vendre. On le reconnaissait en interne pour ce qu'il avait fait juste avant. Il avait juste à poursuivre les marches et les échelons et il n'avait pas eu à se vendre. Et là, c'était la première fois où il sortait de sa zone de confort. Il avait expliqué à l'externe ce qu'il avait pu faire et qui il était vraiment. Donc, un défi important de se vendre. En 6 mois, lui, il a d'abord clarifié son profil. Il s'est investi dans sa recherche. Il a eu 3 opportunités d'emploi pour arriver au job qu'il souhaitait. Les étapes clés qui ont été importantes justement dans son accompagnement, ça a été davantage de clarifier les compétences qu'il avait. Quand je vous parlais du sac à dos, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il avait dans son sac à dos? Quelles étaient les compétences clés qu'il avait? Et surtout être capable de les expliquer à l'externe. Quand il était dans son jargon technique en interne, dans sa compagnie où il avait toujours évolué, on le comprenait. Mettez-le maintenant en dehors de ce contexte-là, dans une autre compagnie et qui plus est dans un autre pays, personne ne le comprenait. Il était vraiment nécessaire de retravailler la façon dont il verbalisait ses compétences. Identifier aussi les organisations susceptibles de pouvoir être séduites par son profil. Bâtir une stratégie efficace, comme je vous le disais, il n'avait jamais vraiment cherché un job. Et gérer ses émotions en entrevue, je vous le disais aussi, l'art de se vendre, ça ne s'invente pas. Il faut travailler sur soi, il faut savoir gérer ses émotions et ça a été aussi une des clés de l'accompagnement qu'on lui a offert. Donc encore une fois, si on faisait venir Paul sur scène, Paul, qu'est-ce que tu nous dirais en termes de témoignage? C'est sûr qu'au travers de l'expérience, rechercher un job dans un nouveau pays, c'est un temps plein. Ce n'est pas parce que vous avez un CV, des hautes études, que vous avez 15 années d'expérience dans votre pays initial, que vous allez envoyer un CV puis que les gens vont vous embaucher comme ça. Donc, c'est un job à temps plein. Il faut utiliser tous les réseaux que vous connaissez par rapport à ça et toutes les expériences que vous avez. Mais pas forcément de la façon standard d'envoyer son CV à 50 entreprises. Il y a d'autres façons de le faire, il faut sortir de la zone de confort. Puis au niveau des recommandations, en fin de compte, il faut que vous soyez l'expert de votre profil. Il faut que vous regardiez ce qui se passe dans le pays où vous êtes et où votre expertise pourrait vraiment être utile.
et capitaliser là-dessus et valoriser là-dessus au maximum. Et il ne faut pas hésiter, comme je vous dis, think out of the box, sortir du traditionnel réseau. Vous rencontrez quelqu'un à un 5 à 7, il vous donne sa carte d'affaires, il est dans le même domaine que vous, il faut que vous ayez ses coordonnées pour le contacter, pour voir si lui ne pourrait pas vous ouvrir des portes. Dernier cas, Nicolas, 45 ans, là aussi marié avec des enfants, très compétent, très déterminé, très engagé, très responsable. Lui, il était plutôt avec un profil assez senior de directeur marketing dans son ancien groupe qui était international. Son projet d'immigration s'était déclenché finalement par rapport au fait que sa conjointe avait eu une belle opportunité au niveau universitaire au Québec. Et lui, donc, a suivi avec les enfants et a cherché à trouver, là aussi, un job, un poste à la hauteur de ses responsabilités, de ses compétences. Les défis, ça a été de se dire, voilà, moi, je ne suis pas moteur dans ce changement, je suis prêt à l'accompagner, mais je dois reprendre confiance en moi parce que moi, je suis déstabilisée dans cette aventure. Apprendre à vivre en dehors de sa zone de confort. On ne cesse d'en parler, mais c'est vraiment ça, le quotidien en tant que nouveaux arrivants, sortir de cette zone de confort. Et puis accepter, il y a aussi l'idée qu'on pourrait faire un petit pas en arrière pour mieux rebondir. Ça ne veut pas dire qu'on va rester tout le temps en arrière, mais un petit pas en arrière pour mieux rebondir. En 4 mois, lui, il aura véritablement, finalement, fait le choix, non pas de continuer à titre de salarié, mais de se lancer à son compte. Il aura défini son offre de façon clé et eu son premier mandat de consultation. Les étapes clés ont été d'abord de prendre conscience de sa valeur. Il avait eu une valeur dans son groupe international à titre de directeur marketing. Il en a une autre, comparable, sur un marché où il a finalement à définir une offre qui peut être achetée à l'externe. Ça a été aussi de définir quelles étaient les deux options, s'il devait continuer salarié ou se lancer à son compte, puis son choix final a été de se lancer à son compte. S'engager à 100% de la création de son entreprise, ça ne se fait pas comme ça. Là aussi, ça mérite d'être accompagné. Et définir véritablement son offre de service. Finalement, il a un petit peu vécu son démon de midi professionnel, déclenché par l'immigration en fait. Un changement peut en cacher un autre, c'est un petit peu ça. J'enlève mes œillères que j'avais dans la position que j'avais dans mon job d'origine, puis là, un monde d'autres possibilités s'offre à vous, et qu'est-ce que je fais de ça, ok? Alors pareil, Nicolas, si tu veux bien prendre la parole. Mais oui. Mais en fin de compte, suite à ça, c'est bien de se faire encadrer, conseiller, tout ça, ok? Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Vous pouvez vous rapprocher de plein d'organismes et tout ça, mais eux, ils vont peut-être vous donner un coup de pied au cul, mais il faut vous mettre en action et puis il faut vous lancer. Sortir de votre zone de confort, Céline l'a dit, moi j'arrête pas de vous le dire, qui ne tente rien n'a rien. Et si c'était quand même osé de créer son entreprise, c'est quand même assez facile, entre créer son entreprise, trouver un emploi, à ce niveau-là, c'est plus difficile de créer son entreprise, mais il faut oser et il faut réseauter. Okay? Ce qui est important pour bien s'en regarder. Donc, si on faisait maintenant un récap, en fin de compte, selon nous, après 20 ans basés au niveau du Québec, si on avait les 10 commandements pour une bonne intégration, ce que nous vous recommanderions, ou ce que je dirais à Céline, je dirais, Céline, tu arriveras bien préparée et le changement, tu embrasseras. Puis je pourrais te dire aussi, Christophe, tu resteras humble dès ton arrivée. Je dirais aussi, Céline, tu ne précipiteras pas et ne brûleras pas les étapes. Christophe, tu seras patient et tu persévéreras. Céline, tu réseauteras, on n'arrête pas de le dire, les amis de tes amis peuvent devenir tes futurs employeurs ou tes clients. Puis Christophe, tu sortiras surtout de ta zone de confort, ça je pense que vous l'avez compris aussi. Céline, tu ne compareras pas tout avec ton pays d'origine, apprendras à vivre et à apprécier le rythme, les saveurs et les couleurs du Québec. Christophe, tu seras surtout prêt aussi à apprendre et à parler les 2 langues officielles de ce pays. Bien sûr, of course. Et Céline, tu anticiperas les obstacles et tu les surmonteras. Il n'y a rien d'insurmontable. Et le conseil qu'on vous donnerait de cette expérience? Clairement, de cette expérience, vous allez tous grandir, en fait. Et un dernier point sur cette liste-là. Oui, on aurait aimé, puis j'aurais aimé, moi, la voir
à ma disposition à mon arrivée au Québec. Mais je crois que c'est surtout quelque chose qu'il faut reconsulter régulièrement. On a tous tendance à remettre nos vieux chaussons, nos vieux pantoufles et réadopter des anciennes habitudes. Cette liste-là, elle continue à nous inspirer. Puis 6 ans après mon arrivée au Québec, toi plus de 20 ans après, eh bien, il est toujours utile de la relire parce que ça continue à être vrai, même quand on a passé de nombreuses années dans ce pays-là.